Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, là où les projecteurs ne se contentent pas d'éclairer les plateaux d'Hollywood, mais aussi les coulisses du pouvoir. Aujourd'hui, on vous emmène loin des tapis rouges et des flashs, direction Washington, où s'est joué un véritable drame en direct digne des plus grands scénarios politiques. Sur scène, Bernie Sanders, sénateur indépendant du Vermont, figure emblématique de la gauche américaine. Son rôle, pas celui du héros silencieux, mais bien du lanceur d'alerte, prêt à affronter l'un des hommes les plus puissants du pays. Dans un discours explosif, diffusé en direct, Sanders a littéralement défoncé Donald Trump, dénonçant une décision qui scandalise 8,8 milliards de dollars alloués à la guerre pendant que des millions d'Américains n'ont rien, ni soins de santé, ni logement décent, ni sécurité économique. Et ce n'était pas qu'un simple discours. C'était un cri de colère, un uppercut lancé à la face d'un système que Sanders juge profondément injuste. Comment justifier des dépenses militaires astronomiques, alors que dans les rues de New York, de Los Angeles ou de Detroit, des familles dorment dans leurs voitures et que des mères célibataires jonglent entre 3 emplois pour survivre? Ce moment télévisé a déclenché une onde de choc. Car Bernie ne mâche pas ses mots. Il accuse Trump et son administration d'avoir trahi le peuple, de préférer les profits des marchands d'armes à la dignité des citoyens. Et derrière cette déclaration se cache une vérité que peu osent regarder en face. L'Amérique dépense plus pour la guerre que pour ses propres enfants. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur de ce moment de vérité. Que s'est-il vraiment passé? Pourquoi ce discours a-t-il tant résonné? Et surtout, que révèle-t-il sur les priorités de l'Amérique d'aujourd'hui? Installez-vous, ouvrez les yeux, car derrière les stars de cinéma se cachent parfois les vraies scènes de combat. Et elles ne se jouent pas sur les plateaux, mais au Congrès. Il y a des moments où les mots ne sont plus simplement des sons. Ils deviennent des coups de masse, des secousses, des ondes. Ce jour-là, Bernie Sanders n'a pas simplement parlé. Il a frappé, avec sa voix, avec sa vérité, avec cette colère calme qui ne demande pas la permission de déranger. Dans une salle trop froide, trop formelle, il s'est levé. Pas pour jouer un rôle, ni pour séduire une caméra. Il s'est levé pour dire que ça suffit. Que trop, c'est trop. Que dans un pays où des enfants dorment dans des voitures, on n'a pas le droit moral de signer un chèque de 8,8 milliards de dollars pour la guerre. Pas un mot de trop. Pas une phrase lancée à la légère. Chaque syllabe portait un poids. Chaque regard lançait un défi. Face à lui, l'absence, l'indifférence, les bancs du pouvoir, et au-dessus de tout ça, le chiffre. 8,8 milliards. C'est beaucoup. Tellement qu'on ne comprend même plus ce que cela signifie. Mais lui, il le sait. Il l'a traduit à sa manière. Ces milliards, c'est ce qu'on vole à nos hôpitaux, ce qu'on refuse à nos anciens, ce qu'on arrache aux mères célibataires, ce qu'on préfère envoyer dans des bombes plutôt que dans des bourses d'études. Et il n'a pas eu besoin de hurler. La force, chez Sanders, ce n'est pas la colère théâtrale. C'est la vérité nue, sans costume, sans sourire politique. Une vérité qui pique, qui gêne, qui force à baisser les yeux. Tu regardes ce discours et tu te dis « Mais comment est-ce possible? Comment peut-on, en 2025, encore choisir la guerre plutôt que la vie? Le tank plutôt que l'enseignant? Le missile plutôt que l'infirmière? » Et puis tu réalises. Tu comprends. Parce que ce n'est pas une erreur. C'est un choix. Calculé, répété, défendu. Ce pays, depuis des décennies, ne respire que par ses armes. Elles sont partout. Dans les films, dans les jeux vidéo, dans les budgets, dans les rêves brisés d'une jeunesse envoyée mourir à l'étranger. La guerre, ici, n'est pas un dernier recours. C'est un business, un carburant, une habitude. Et ceux qui osent remettre ça en question, on les traite de rêveurs, d'utopistes, d'idiots. Mais Sanders, lui, ne rêve pas, il voit clair. Il regarde la réalité comme on regarde une plaie mal refermée. Il dit « On a l'argent, mais on fait semblant de ne pas l'avoir, parce qu'on ne veut pas le dépenser pour les pauvres, pour les malades, pour les oubliés. On le garde pour les bombes. » Ce n'est pas de la politique, ce qu'il dit. C'est un miroir, brutal, incassable. Pendant que les sénateurs votent des milliards pour le Pentagone, des familles américaines coupent leurs médicaments en deux pour économiser. Des retraités retournent travailler à 72 ans. Des étudiants vivent dans leur voiture. Des enfants n'ont pas vu de médecin depuis des mois.
Tu les vois, toi, ces gens-là? Probablement pas. On ne les montre jamais. Mais Bernie, lui, parle pour eux. Et quand il dit que cette loi est une honte, il ne parle pas pour sa carrière. Il parle parce qu'il ne peut plus se taire. Ce qui rend ce moment si fort, ce n'est pas sa structure. Ce n'est pas son effet de style, c'est sa sincérité radicale. Il n'a pas été écrit pour plaire, il a été crié pour réveiller, pour secouer, pour blesser là où on préfère anesthésier. Tu peux être en désaccord avec lui. Tu peux penser que le monde est dangereux, que les armes sont nécessaires, mais tu ne peux pas sortir de cette vidéo indemne. Parce que ce qu'il dit, c'est trop vrai pour être ignoré. Il y a dans ce pays une vérité qu'on n'ose plus regarder en face. C'est qu'on a cessé de choisir. On ne décide plus vraiment. On suit. On accepte. On avale. Les décisions tombent comme des décrets et la majorité baisse les yeux. Alors, quand quelqu'un ose dire non, non à l'indifférence, non à la logique de mort, non au mépris, ce n'est pas juste un discours. C'est une rupture, une alerte, un moment rare. Bernie Sanders, ce jour-là, n'a pas simplement critiqué un budget. Il a décortiqué un système. Il l'a mis à nu. Il l'a arraché de son camouflage patriotique pour en montrer la mécanique sale, l'obsession militaire, le mépris profond pour ceux qui vivent en bas de l'échelle. Parce que oui, on préfère financer des avions de chasse que des écoles. On préfère renforcer des bases militaires à l'étranger que réparer les ponts qui s'effondrent ici. On préfère subventionner l'industrie de la mort plutôt que sauver les vivants. Et ce n'est pas qu'une question de chiffres. C'est une philosophie, un réflexe, une mentalité. Comme si l'Amérique ne savait plus exister sans guerre. Comme si, sans un ennemi à viser, elle se sentait vide. Alors on fabrique des menaces. On grossit les dangers. On parle de sécurité nationale comme d'un totem sacré, intouchable. Mais qu'en est-il de la sécurité de cette mère célibataire qui rentre seule la nuit dans un quartier oublié? De cet enfant qui n'a jamais vu de dentiste? De ce vieil homme qui doit choisir entre se chauffer et manger? Ce ne sont pas des métaphores, ce sont des gens, des vrais, invisibles dans les débats, absents des campagnes. Et c'est pour eux que Sanders a parlé, pour eux qu'il s'est indigné. Parce que quelqu'un devait le faire, il ne s'agissait pas d'un clash politique, pas d'un simple Bernie contre Trump. Il s'agissait de justice, d'humanité, de mémoire aussi. Parce qu'on oublie. On oublie que derrière chaque dollar voté pour une bombe, il y a une décision, celle de ne pas l'utiliser ailleurs. Ce dollar, il aurait pu devenir une bourse scolaire, un traitement contre le cancer, un logement pour une famille jetée à la rue. Mais non, il devient une arme, un contrat, un profit pour quelques-uns. Et le reste du pays continue de survivre, trop fatigué pour protester. Ce que Bernie nous rappelle, ce n'est pas qu'on est pauvre, c'est qu'on est riche, mais qu'on laisse cette richesse nous être volée. Volée par des intérêts privés, par des élites politiques trop confortables, par une logique qui dit « mourir au front est plus noble que vivre dignement chez soi ». Mais où est le patriotisme là-dedans? À quoi bon une grande nation si elle ne prend pas soin des siens? À quoi bon des drapeaux, des hymnes, des serments? Si tout cela sert à masquer l'abandon? Dans sa voix, il y avait plus qu'un refus. Il y avait une douleur. Celle de voir son propre pays trahir ses promesses. Celle de constater que décennie après décennie, rien ne change vraiment. Que les riches deviennent plus riches, que les pauvres s'enfoncent, que les jeunes n'y croient plus. Et pourtant, il parle, il continue. Non pas par naïveté, mais par devoir. Parce que le silence est plus dangereux encore. Et toi qui regardes cette vidéo, tu peux te dire « Mais tout cela, je le savais déjà. » Oui, peut-être. Mais l'as-tu ressenti? L'as-tu vraiment intégré? Parce que la colère que tu peux avoir en entendant ces mots, c'est peut-être le début d'un réveil, d'un refus, d'un changement. Pas nécessairement dans les lois, mais dans la conscience. Dans cette petite décision qui dit « Je ne vais plus détourner les yeux, je ne vais plus me taire, je vais demander des comptes ». Ce que Bernie a lancé ce jour-là, c'est une invitation. Pas à voter, pas à militer,
mais à regarder la réalité sans filtre et à la prendre personnellement, parce que c'est personnel. Quand ton voisin meurt faute de soins, ce n'est pas abstrait. Quand ta sœur croule sous les dettes d'études, ce n'est pas un graphique. C'est ta vie, ta rue, ton monde. Et tant qu'on continuera à croire que c'est comme ça, rien ne changera. Alors oui, ce discours était rude. Oui, il mettait mal à l'aise. Oui, il dérangeait. Mais il le fallait, parce que parfois ce n'est pas le confort qu'il faut chercher, mais la clarté, la vérité nue, brute, dérangeante, celle qui nous oblige à réfléchir, et peut-être à agir. Et si ce moment, ce simple discours dans une salle presque vide, était plus qu'un cri dans le vide, et si c'était le point de départ d'autre chose, pas une révolution spectaculaire, mais une révolte intime, silencieuse, mais puissante. Celle qui commence quand on se dit, simplement, « Ce n'est pas acceptable. Je ne veux plus de ce monde-là. » Derrière chaque homme puissant se cache une famille. Pas seulement une femme ou des enfants, mais un tissu entier de liens invisibles, de secrets, de tensions, d'héritages silencieux. Et dans le cas de Donald Trump, ce tissu est épais, lourd, fascinant comme un roman américain, fait de réussite, d'argent, d'amour conditionnel et de regards fuyants. On croit connaître Trump parce qu'il crie fort, parce qu'il tweetait plus vite que son ombre, parce qu'il est partout, tout le temps. Mais quand on regarde sa famille, quand on observe vraiment ce petit théâtre qui gravite autour de lui, on comprend autre chose. Que l'homme est le produit d'un empire bien plus intime qu'un hôtel ou une tour dorée. Fred Trump, le père, n'était pas un homme tendre. Il bâtissait. Des immeubles, des fortunes, des enfants robustes. Il avait cette manière de parler sans sourire, de poser des attentes comme des briques. Donald, enfant du milieu, apprit très tôt qu'il ne suffisait pas d'exister. Il fallait briller, il fallait dominer. La tendresse n'était pas une langue parlée à la maison. C'est sans doute pour cela que Donald est devenu un homme de façade. Sourire large, costume impeccable, mais toujours une distance dans le regard. Il ne fait pas confiance. Il teste. Même avec ses enfants, Ivana Trump, sa première femme, était aussi ambitieuse que lui. Elle savait ce qu'elle valait et voulait le montrer. Ensemble, ils formaient un duo presque trop parfait. Elle, belle, blonde, brillante. Lui, jeune requin de l'immobilier, déjà fasciné par le pouvoir. De cette union sont nés 3 enfants qui ne furent jamais vraiment des enfants. Ils furent des héritiers en formation. Don Jr., Ivanka, Eric. Chacun sculpté pour représenter une version du père. Don Jr., le dur, celui qui parle comme un boxeur de Wall Street. Ivanka, la vitrine douce et glamour de l'Empire. Eric, le discret, celui qu'on voit moins, mais qui veille sur la mécanique de la machine familiale. Ils ont grandi dans un monde où tout avait une valeur, un coût, un enjeu. Pas de place pour les failles, pas de place pour le doute. Et pourtant, on le voit parfois, dans un regard d'Ivanka quand elle est filmée à côté de son père, dans un silence étrange de Don Jr. après une de ses tirades, il y a autre chose. Une tension, peut-être une fatigue. Car être l'enfant de Trump, c'est porter un nom qui ouvre toutes les portes, mais qui vous enferme aussi. On attend d'eux qu'ils soient des copies du père, sans avoir le droit d'être eux-mêmes. Même dans leurs choix amoureux, professionnels, publics, il y a cette attente. Représenter, protéger l'image, ne pas trahir l'icône. Et quand ils sourient devant les caméras, ce n'est pas toujours un sourire. Parfois, c'est un masque. Tiffany, née d'un autre mariage, a grandi plus loin, plus libre. En Californie, loin des bureaux dorés et des projecteurs de Manhattan. Elle a toujours semblé étrangère à cette machine. On sent chez elle une volonté de normalité, comme si elle avait compris très tôt qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec Ivanka. Alors elle s'est faite discrète, elle a étudié, elle a pris son temps. Mais même elle, aujourd'hui mariée, mère à son tour, reste dans l'orbite Trump, comme si aucun membre de cette galaxie ne pouvait vraiment s'en échapper. Et puis il y a Barron, le petit dernier, le plus énigmatique, né dans un monde déjà saturé d'images, d'attentes, de chaos. Sa mère, Melania, le protège. D'une manière presque animale, elle le tient à l'écart, elle le défend, elle le garde à elle. On le voit rarement parler,
presque jamais sourire. Il grandit dans l'ombre immense d'un nom qui pèse plus lourd que tous les cartables du monde. À chaque apparition publique, les rumeurs vont bon train. Est-il comme son père? Est-il différent? Sera-t-il un jour candidat? Mais lui ne dit rien. Il regarde. Et dans ce silence, il y a peut-être une réponse. Ce qui est frappant, c'est que la famille Trump ne fonctionne pas comme une famille. Elle fonctionne comme un cercle de pouvoir. Chacun a son rôle, sa place, ses limites. Il n'y a pas de spontanéité, ou si peu. Chaque photo, chaque discours, chaque présence est pensée, calibrée. Même les absences sont stratégiques. Et pourtant, malgré cette mécanique glacée, on sent qu'il y a des liens, réels, tordus peut-être, mais réels. Une loyauté étrange, une fidélité, parfois aveugle. Car Donald Trump, pour tous ceux qui portent son nom, reste le centre de gravité. L'astre autour duquel il tourne, même quand il déçoit, même quand il blesse. Ils reviennent. Et peut-être que c'est ça, la véritable tragédie de cette famille. L'amour existe, mais il est conditionné. Il est mesuré, pesé, comparé. Être aimé chez les Trump, c'est être utile, c'est être fort. C'est ne jamais pleurer devant les autres. Alors ils tiennent, ils sourient, ils répètent les lignes. Et parfois, dans un moment volé, entre deux flashs, on devine l'enfant qu'ils auraient pu être. Celui qui voulait juste être vu, entendu, accepté. Pas pour ce qu'il représentait, mais pour ce qu'il était. Et si vous regardez cette famille, non pas comme un clan de milliardaires, mais comme un miroir tordu de ce que devient une dynastie quand elle perd le fil de l'intime, alors peut-être que vous comprendrez mieux Donald Trump lui-même. Ce n'est pas un monstre, c'est un fils, un père, un homme qui a été élevé pour gagner, toujours, même contre les siens. Et dans ce combat-là, on ne sort jamais vraiment vainqueur. Imaginez Manhattan par un matin hivernal. Neige fine qui danse entre les gratte-ciel, lumières vives éclairant les façades de verre. Au cœur de ce décor, la Trump Tower, première héroïne de notre histoire. Dès le hall, on entre dans un univers feutré, dorures, escaliers en colimaçon, vitraux colorés. Chaque recoin murmure réussite, ambition, prestige. C'est là que Trump instaure sa légende, louant des bureaux à des financiers sans nom, vendant des appartements à des fortunes anonymes. L'argent y circule comme un fleuve, puissant et constant. Hypnotique, presque vivant. La narration s'élargit. Escapade sous le soleil de Floride, palmiers frémissants et fairways parfaits. Trump National Doral apparaît comme un château fort moderne. 4 parcours façonnés avec précision, un hôtel somptueux, des greens lisses comme des miroirs. Derrière chaque swing se cachent des contrats, des mains serrées, des deals. Ce complexe, c'est plus qu'un terrain de golf, c'est un symbole de puissance, un havre pour l'élite, un univers parallèle où argent et influence s'entrelacent. Puis, direction Palm Beach, Mar-a-Lago, une ancienne demeure devenue club privé ultra select. On y entre par un portail doré, on longe des bassins bleu-azur, on franchit un parvis où des limousines s'alignent. Lieu de rendez-vous diplomatique informel et de fêtes feutrées, Mar-a-Lago brille d'un charme presque secret. Loin du tumulte politique, loin de la présidence, Trump y orchestre son propre monde à sa mesure. Place au fairway d'outre-Manche, Écosse, Irlande. 3 parcours à l'allure ancienne, exposés à la brise marine, ungeant les balles dans des bunkers sculptés par le vent. Des Highlands embrumés, des verts ondulants, ces terres battues par l'histoire. L'écho du passé se mêle à l'ambition moderne. Les manigances pour attirer des membres, organiser des tournois exclusifs, assembler un empire golfique continent américain. Dans les résidences privées, l'intimité se mêle à l'opulence. Seven Springs, dans l'État de New York, un vaste domaine paisible, isolé, entouré de forêts épaisses, lacs calmes. À l'intérieur, meubles anciens, plafonds ouvragés, souvenirs de famille. Maison d'apparence tranquille, mais remplie de discussions stratégiques sur des acquisitions, des projets, des décisions majeures. À Manhattan, les élégants appartements de Trump Park ou Park Avenue scintillent. Vitrine du luxe. Quand vous franchissez le seuil, vous sentez les moquettes épaisses, le parfum discret des fleurs fraîches, et les négociations invisibles, omniprésentes. Car chaque centimètre de ces lieux a été vendu, loué, discuté avec des chiffres gargantuesques. Changeons de décor, place aux coulisses numériques.
Truth Social, l'infrastructure médiatique de Trump, battant son propre tambour. Entre posts viraux et relais d'événements, la plateforme distille un pouvoir d'influence. Derrière chaque partage, chaque message, se calcule une stratégie de branding, de mobilisation. Trump y est à la fois créateur et protagoniste, jouant sur les pics de viralité. Puis, surgit la crypto-monnaie Trump. Un phénomène spéculatif, un vortex. Millions de dollars circulent, s'envolent, retombent. Un jeu risqué qui fascine autant qu'il effraie. On se croirait face à un compte moderne où l'argent se transforme en pixels, où la spéculation devient spectacle. Enfin, les licences, casquettes, t-shirts, licences immobilières. Chaque logo Trump est un talisman commercial. Marqué du sceau de la marque, il est une promesse de réussite, de statut, d'appartenance. Derrière chaque produit, un contrat, une part de royalty, un mouvement de fonds discret mais puissant. Mais rien de ce monde n'est exempt de turbulences. La partie obscure se joue dans les tribunaux, les jugements. Montagnes de dettes, menaces de poursuites, dettes hypothécaires sur les tours new-yorkaises, jugements pour fraude. L'empire tremble, vacille. On sent le souffle du danger, la menace de l'effondrement. Trump y joue son va-tout, défense juridico-médiatique, mise en scène, discours. La tension est maximale et le récit devient haletant, un empire au bord du précipice, ou bien sauvé par une main de maître. Au terme de ce périple, on comprend mieux ce que représente vraiment l'Empire Trump. Ce n'est pas seulement une accumulation de pierres, de terrains, de profils d'influence, c'est un théâtre de pouvoir, intérêt,